Salut tout le monde, la vidéo de la rentrée, vous m'aviez demandé un commentaire sur l'actualité et j'espère sincèrement que vous n'allez pas être déçus. Mais avant de commencer évidemment, je dois quand même vous rappeler que dans les 3 derniers mois, je me suis pris 2 censures de vidéos. C'était même pas les miennes en plus, c'est ça la beauté du truc. J'ai une vidéo sur Spoutnik qui a été censurée direct, je vous en avais déjà parlé avant les vacances en vous disant que si jamais les Russes intervenaient, ils sont intervenus, ils n'ont pas obtenu gain de cause encore, mais le gouvernement russe est intervenu. Et je vous avais dit, si ça marche, honnêtement, je ferai une vidéo avec Poutine en train de chevaucher un ours torse-poil pour dire qu'il arrive à la rescousse de ma chaîne. En plus, ça fera kiffer tous les complotistes qui pensent que je suis payé par le Kremlin. Mais l'autre vidéo qui a été jartée sans embâche de YouTube, eh ben, c'était celle filmée avec maître Fabrice Divisio, que je salue, où donc je débattais avec Martin Blachier. Elle a cartonné sur les réseaux sociaux, on m'a dit qu'elle a tourné sur TikTok, j'ai pas TikTok, mais apparemment elle a beaucoup tourné. Et elle a été jartée évidemment parce que je commençais à dire des trucs qui fâchaient. Alors heureusement, on a Rémitel qui a repris maintenant ce que j'ai dit, et il l'a même repris en détail sur Russia Today, ça quand même Google, ils n'ont pas encore trop les coronesses de faire sauter la chaîne Russia Today, mais Rémitel a repris en détail, à savoir le nombre d'études sur l'ivermectine, le nombre d'études sur l'hydroxychloroquine, et je pense que c'était quelque chose d'important. Maintenant voilà, vous connaissez mon opinion sur ce qui est en train de se passer. On est essentiellement passé de un petit couvre-feu vite fait pour écraser la courbe de l'épidémie à en fait maintenant tu vas devoir te faire 3 injections expérimentales pour prendre un café. Et je peux pas aller plus loin parce que sinon ma chaîne saute. Alors vous aurez bien compris que je vais devoir être oblique en fait. Je vais devoir appliquer une méthode qu'on recommande chez les ombudsmen, vous savez, les gens qui règlent les conflits dans les entreprises, etc. À savoir une approche oblique des problèmes. Vous savez que c'est pas trop mon genre, mais fondamentalement, c'est ce que je vais encourager aussi chez vous parce que à partir de maintenant, sur n'importe quel réseau social important, sauf si vous voulez aller 100% sur Odyssée, 100% sur Parleur ou Gab ou que sais-je, eh bien, vous n'allez plus pouvoir rapporter les faits tels qu'ils sont. Vous n'allez plus pouvoir rapporter, par exemple, que le président de la Croatie a dit stop, la campagne, on l'arrête. Et je ne dirai pas de quelle campagne il s'agit, parce que, évidemment, j'ai l'intention de développer cette chaîne. Pour le reste, c'est la même chose. Je ne peux pas vous parler davantage de Lord Zion, et pourtant, vous devriez un petit peu regarder sur le Daily Mail ce qui est arrivé au chanteur britannique Lord Zion, et en particulier son certificat de décès. Mais j'irai pas plus loin, je vous dirais juste d'aller faire ces recherches chez vous, tranquillement, et d'aller aux sources, pour un petit peu avoir une opinion plus générale, de regarder aussi ce qui se passe en Australie, de regarder ce qui se passe en Inde, bien entendu. Par exemple, il y a une molécule dont je peux parler juste en étant factuel, une molécule qui a été découverte par un prix Nobel, bordel de merde, et qui s'appelle l'ivermectine. Et cette ivermectine, si vous regardez CNN, ce n'est qu'un vermifuge pour les chevaux, rien d'autre. Et c'est là qu'il faut réfléchir en fait sur les méthodes foireuses des zététiciens dont j'arrête pas de vous parler, à savoir couper la vérité en plein de petits morceaux pour essayer de garder seulement ceux qui vous arrangent, ce qu'on appelle donc le cherry picking. Fondamentalement, c'est tout à fait vrai qu'en médecine vétérinaire, on peut prescrire de l'ivermectine à un cheval. Et si vous cadrez que comme ça, si vous dites moi je regarde que cet aspect-là de la vérité sur cette molécule, encore une fois, qui a mérité un prix Nobel parce qu'elle est absolument fascinante, qu'elle a tout un tas d'applications possibles, en parasitologie essentiellement, mais par ailleurs également, et en tout cas en médecine vétérinaire. Eh bien oui, CNN va vous répéter en boucle, l'ivermectine est un vermifuge pour chevaux. Donc fondamentalement, il n'y a pas la moindre chance que ce soit une molécule sérieuse pour le sujet qui nous occupe et sur lequel je n'entrerai pas plus en détail. On a Joe Rogan bien sûr qui a été réputé en avoir pris, il s'est fait tabasser juste après, mais vous avez peut-être l'état de l'Uttar Pradesh à regarder un peu plus en détail. Regardez tout ça vous-même. Mais je voulais vraiment attirer votre attention sur ces méthodes foireuses qui vont être de plus en plus utilisées, de recadrage de la vérité, présentées comme du fact-checking. C'est un fait. C'est un fait vérifiable que l'ivermectine est prescrite en médecine vétérinaire. Donc qu'est-ce que tu as ajouté à ça? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, très bien. Donc si quelqu'un devait demander dans un débat, par exemple, la question « Est-il vrai, chers collègues, oui ou non, est-il vrai que l'ivermectine est un vermifuge pour les chevaux ?» Si vous dites oui, c'est bon, vous avez perdu. Si vous dites non, vous avez perdu aussi parce que c'est factuellement faux. Donc, n'oubliez jamais, un morceau de vérité n'est pas la vérité, un morceau d'humain n'est pas un humain, un morceau de bœuf n'est pas un bœuf. Les gens qui essaient de vous embrouiller, les escrocs, les arnaqueurs, les zététiciens, eh bien leur spécialité, c'est de recadrer des petits bouts de vérité qui les arrangent pour les présenter ensuite comme la seule et unique vérité. Donc, je me rappelle, moi, évidemment, de ce framing et de ce spinning, en fait, fondamental, où on avait eu, par exemple, un type qui s'était empoisonné avec de l'hydroxychloroquine pour nettoyer des aquariums. Donc, il avait pris, je crois même que c'était de la chloroquine pure pour le coup, pas de l'hydroxychloroquine, pas la variante aujourd'hui prescrite.
Et c'était donc fondamentalement un désinfectant pour aquarium que le mec a pris. Tous les journaux américains en parlaient en boucle. Vous aviez CNN qui en parlait, vous aviez le Washington Post qui en parlait, tout le monde en parlait. Lord Zion, un peu moins, bizarrement, alors que là, c'est dans le certificat de décès. Et puis en fait, vous allez voir que c'est pas que Lord Zion, hein, c'est aussi Lisa Shaw de la BBC. Et là aussi, la BBC a reconnu, et le certificat de décès est formel. Mais ça, vous voyez mes amis, c'est du bénéfice-risque. Alors, sans aller plus dans le détail, je voudrais revenir en fait sur comment on peut convaincre les boomers d'à peu près n'importe quoi, en les faisant réagir finalement, parce que c'est les boomers qui tiennent les élections en France, et on va en reparler, et c'est vraiment par eux que la manipulation se fait, même si on espère qu'ils vont manipuler aussi leurs enfants. Je me rappelle de ce passage d'un manuel scolaire absolument magnifique. J'apprends comment sacrifier mes libertés pour l'intérêt général, ou j'apprends comment renoncer à mes libertés pour l'intérêt général. Manuel d'éducation civique, si ma mémoire est bonne, pour Belin. Et donc, vous voyez des témoignages, je ne sais même pas s'ils sont authentiques, qui va les fact-checker cela, de lycéens qui disent « Ah non, mais c'était bien le confinement, j'ai pu rester plus longtemps avec mes parents, c'était super. » Et puis, vous savez, comme ça, il y a plein d'avantages, on peut manger en famille, etc. Bon, très très bien. L'idée des libertés fondamentales, l'idée d'imposer un couvre-feu en démocratie, non, ça passait complètement à l'as en fait. Eh bien, évidemment, l'idée derrière tout ça, c'est que les boomers un peu fragiles, qui sont tout à fait sensibles à ce genre d'arguments, aillent essayer d'éduquer une génération entière en ce sens via les manuels scolaires. Je suis absolument convaincu d'ailleurs, si vous voulez toujours mon analyse des événements actuels, que l'interdiction, parce que soyons clairs aussi, hein, médiatiquement ça a été présenté comme une régulation contre les séparatismes, etc. Mais c'est une interdiction. De l'école à la maison en France, vu qu'il faut justifier, vu qu'il faut, oui d'accord, mais à partir du moment où vous avez un droit fondamental qui devient une demande avec justificatif, ce n'est plus un droit fondamental et vous venez de sortir un droit fondamental en fait de votre corps démocratique. Ça, c'est une méthode d'interdiction. Et dans les faits, la quantité de personnes qui vont pouvoir faire de l'école à la maison aujourd'hui, eh bien, a été complètement explosée par cette loi. Donc dans les faits, l'objectif est atteint. Et vous imaginez bien que le dernier rempart, c'était la capacité à avoir une interaction directe avec ses enfants pour leur apprendre l'esprit critique et pour leur apprendre à pouvoir démêler le vrai du faux et surtout ne pas tomber, ne pas se faire escroquer par toutes ces catégories de personnes qui décodeurs, qui ceci, qui cela, mais qui zététiciens fondamentalement, vont juste prendre le petit bout de vérité qui les arrange, le spinner éternellement, faire littéralement 3 mètres cubes de neige avec un seul blanc d'œuf, c'est leur grande spécialité, exactement comme les journalistes américains avaient fait 3 mètres cubes de neige avec un mec en Floride s'est intoxiqué avec un nettoyant pour aquarium, donc Raoult est un sale type et il devrait être en prison. C'est même pas un raccourci que je fais, c'est le raccourci que eux ont fait fondamentalement. Donc voilà pour l'instant mon analyse générale hein, sur les événements. Alors maintenant, in fine, moi, mon intérêt, c'est pas seulement de vous partager mon analyse, quelle qu'en soit sa valeur finalement, mais c'est de commencer à vous donner un arsenal intellectuel et un arsenal de méthodes pour résister aux séquestrations arbitraires de libertés publiques. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. C'est comment on peut séquestrer des libertés publiques indéfiniment. Vous savez que ces notions m'intéressent énormément. J'enregistre cette vidéo un 22 septembre, donc on commémore avec le Sénégal le mouvement du 22 septembre qui est très loin d'être fini. La détermination du mouvement du 22 septembre est totale. Il est toujours animé vraiment de la même résolution de résistance totale contre la corruption de certains fonctionnaires suisses et contre certains réseaux. Vous savez aussi que j'ai eu l'honneur d'écrire pour François sur les réseaux pédophiles de la RTS et que bien évidemment ça m'a valu tout un tas d'ennemis, des menaces absolument fermes, du harcèlement, la totale. Mais bon, si ce genre de truc me faisait peur, ça se saurait. Eh bien, en réalité, il y a eu d'autres tentatives, ça m'a assez marqué dernièrement. On a eu des gens d'horizons assez controversés et même fondamentalement controversés, des gens qui étaient touchés par des conflits d'intérêts très graves, qui ont dit que François et d'autres, et parfois j'ai même été nommé personnellement, mettaient de l'huile sur le feu ou en tout cas exagéraient ou encourageaient le harcèlement de certains médecins. Mais c'était fabuleux à voir parce que ces mêmes personnes-là qui s'étaient levées évidemment pour protéger leurs petites personnes et fondamentalement pour essayer de faire oublier les conflits d'intérêts frontaux, vérifiés et qui relèvent fondamentalement de vices déontologiques très graves, voire de pénal, ne l'oublions pas, parce que les conflits d'intérêts, au bout d'un moment, peuvent mener à cette voie, eh bien, ne s'était absolument pas ému des vraies et authentiques menaces de mort que le professeur Raoult à Marseille avait, lui, subi du professeur Raffi à Nantes.
Ça, c'est tout de même curieux de voir l'inversion accusatoire qui existe aujourd'hui, parce que moi, effectivement, j'ai connu des vraies menaces de mort. Fabrice Divisio a connu des vraies menaces de mort. Il devait se balader avec des gardes du corps, le bonhomme. Et donc, voir comme ça des gens qui n'ont rien fait pour protéger Didier Raoult quand il était menacé de mort de façon frontale, et d'ailleurs la personne qui l'a menacé a été condamnée, eh bien, je trouve ça tout de même assez curieux. Et d'ailleurs, il faut être très clair, les menaces de mort, ça ne se traite pas dans les médias, ça se traite au pénal, les enfants. Donc soit elles sont sérieuses et vous avez un dossier pénal et vous pouvez instruire, soit vous n'avez rien, et dans ce cas-là, eh bien, c'est juste de l'esbrouf, et une fois de plus, vous essayez de faire 1 mètre de neige avec un mètre cube de neige avec un seul blanc d'œuf. Et ça, c'est évidemment pas une méthode de communication très respectable. Alors donc, vous donnez un arsenal intellectuel pour une résistance sur le long terme. Eh bien, pour moi, le dénominateur commun, c'est l'insolence. Qu'est-ce qui fait que dans l'expérience de Milgram, par exemple, eh bien, on a 65% des personnes testées qui sont prêtes à mettre la vie en danger d'un sujet si une figure d'autorité en blouse blanche le leur dit. Et que ça fait littéralement 50 ans qu'on le sait. Qu'on sait que si vous mettez quelqu'un en blouse blanche auprès du bonhomme moyen, qui peut être un bon père de famille, qui peut être quelqu'un de tout à fait respectable et sans casier judiciaire, eh bien, il va se conformer et puis décider finalement de mettre la vie en danger d'un sujet de son propre chef. Même si, ok, c'est la figure d'autorité qui le lui dit, mais fondamentalement, lui, il pourra dire dans un procès « je ne faisais que respecter les ordres », mais déontologiquement, sa responsabilité est bien évidemment engagée. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que dans l'expérience de conformité de H, que j'ai beaucoup cité dans mes conférences et dont j'ai eu l'honneur de voir que le professeur Fouché les a aussi, l'a aussi cité tel quel, et je l'en remercie, à savoir donc qu'on montre 3 lignes sur un morceau de papier, puis une autre ligne, et on demande aux gens alors laquelle de ces 3 lignes fait la même taille, c'est celle du milieu, c'est facile, mais ensuite on paye des acteurs, et là, évidemment, les acteurs vont dire c'est celle-ci, et vous allez voir parfois jusqu'à 8 personnes sur 10 qui vont dire ah oui, il a raison, c'est celle-ci, et certaines dans ces 8 sur 10 s'auto-hypnotisent pour se conformer au groupe, c'est-à-dire que littéralement elles sont convaincues en leur âme et conscience de ce que, parce que vous avez 8 personnes qui disent un truc qui est faux, du genre ils vous montrent une pomme, ils vous disent que c'est une banane, eh bien oui, tout à fait, c'est une banane, il n'y a pas de problème, il y a 8 autres personnes qui le disent, donc c'est vrai. Qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, l'antidote à ça, c'est l'insolence. Il faut être capable d'être insolent. Mais pas insolent forcément d'une façon trop frontale. J'ai beaucoup aimé par exemple la lettre de ce parent d'élève à qui donc on voyait une tentative d'extorsion de consentement claire et nette et qui répond mais oh, vous savez mon pauvre monsieur, j'aimerais bien que mon fils se conforme à cette extorsion de consentement, encore une fois il n'y a pas d'autre mot, qui est écrite dans votre courrier, mais malheureusement mon pauvre fils, vous savez, il va sur des sites peu recommandables et il envisage même des choses qui ne semblent pas vérifiées, mais pourtant voici les sources. Par exemple, mon fils, tout décalé qu'il est dans sa tête, ose affirmer que les fabricants de vaccins n'assument absolument pas les responsabilités sanitaires en cas d'effets secondaires ou de complications post-vaccinales. Je ne sais pas où il va chercher tout ça, mais le pauvre, malheureusement, est allé me déclarer et me soutenir mordicus qu'aujourd'hui, Pfizer et Moderna n'assumaient pas contractuellement les complications post-vaccinales reconnues. Eh bien, ça c'est étrange, alors malheureusement, je n'arrive pas à le convaincre. Voici une insolence oblique. Et c'est ça, sur le long terme, en fait, qui va vous mener au succès et qui va vous mener à une résistance efficace face à la séquestration des libertés publiques, car ne croyez pas une seule seconde, vraiment une seule traître seconde, que cette séquestration de liberté publique est temporaire. Il n'y a rien de plus définitif qu'une mesure politique temporaire. Et donc, on n'installe pas, par exemple, des bornes pour vérifier les passes sanitaires, des bornes qui coûtent 20 000 balles pièce ou plus, on ne les installe pas pour les enlever le 15 novembre. Si quelqu'un vous dit ça, vous devez le réveiller avec une autre méthode qui est l'ironie socratique. Vous avez vu bien sûr que c'est celle que j'ai pratiquée dans le débat chez Fabrice Divisio avec Martin Blachier. L'ironie socratique est la méthode de très loin la plus efficace. N'essayez pas de convaincre, posez des questions. Si jamais telle ou telle campagne fonctionne, telle ou telle méthode fonctionne, bien pourquoi dans tel pays qui ne l'a pas pratiqué a-t-on observé les mêmes résultats? Je pense à la Suède versus Israël par exemple. Pourquoi tel pays qui ne l'a carrément pas appliqué, peut-être comme l'Uttar Pradesh ou comme d'autres, et vous devez continuer à vous renseigner, bien pourquoi voyons-nous les mêmes résultats? Aux États-Unis, on a des États qui ont pratiqué telle campagne d'injection, et puis on a d'autres États qui ne l'ont pas pratiqué. Et pourquoi les courbes, dans ce cas-là, des États qui ne l'ont pas pratiqué et des États qui l'ont pratiqué se sont avérés être les mêmes? Pareil pour les masques. On a eu la même chose. On a des États aux États-Unis qui n'ont pas pratiqué le port du masque obligatoire. On en a d'autres qui l'ont pratiqué. Et puis les courbes se sont avérées être les mêmes. Pourquoi? C'est une question qu'il faut poser. Et l'ironie socratique
Et la seule méthode avec l'insolence oblique, décalée, vous devez dévier le coup, qui va vous permettre réellement de résister sur le long terme. Parce que vous avez bien vu, les gouvernements sont déterminés, on le voit en Australie maintenant, où on a eu des personnes qui ont été traînées, qui ont été sorties de chez elles. On a vu les abus de pouvoir complètement fous qui ont eu lieu en Australie. Moi, quand je vous parlais d'abus de pouvoir en Suisse et quand j'ai fait ce discours à Genève, mais je savais très bien que malgré le fait que je fasse ce discours à Genève devant les Nations Unies, qui m'a valu tous les ennemis que vous savez et toutes les intimidations que vous savez, et même maintenant des événements qu'on pourrait qualifier littéralement de tentatives d'élimination pure et simple, d'abord de character assassination, vous avez suivi le dossier, mais peut-être même d'élimination physique, eh bien, je savais que malgré tout, il faut regarder les choses en face, la Suisse est vraiment le moins mauvais pays dans la zone. La Suède est encore meilleure, peut-être l'Islande aussi, mais la Suisse est infiniment meilleure, par exemple, que l'Australie. Et il y a vraiment aujourd'hui des débats, vous avez vu des manifestations à Berne, et il faut reconnaître cette tradition de démocratie directe que vous avez en Suisse, et qui est un garde-fou réel et absolu face à ce genre d'abus de pouvoir. Même si, évidemment, dans l'expérience de Milgram, par exemple, c'est la blouse blanche qui permet l'abus de pouvoir, ne l'oubliez pas. Le fait de dire que c'est médical, le fait de dire que c'est une autorité scientifique, permet, pour beaucoup de gens, eh bien, de déconnecter leur cerveau, de les court-circuiter. Se dire, après tout, c'est une vérité immanente et transcendante qui me dépasse complètement, et donc je suis obligé de m'y conformer puisqu'elle a forcément raison. Alors, d'où ça vient, encore une fois, cette sorte de sacralisation finalement de certaines substances et de certaines méthodes? Ça vient fondamentalement d'une ignorance de la virologie. Et cette ignorance de la virologie, elle aurait pu être endiguée. Vous avez tout un tas de chercheurs très sérieux qui l'ont présenté et qui ont dit, écoutez, nous on est virologues, nous on est médecins, et Raoult en faisait partie. Et Raoult reste de très très loin le plus grand spécialiste du monde en maladies infectieuses. Quoi qu'en veuillent les zététiciens au pastis qui n'ont jamais fait de publication à comité de lecture à son niveau, qui n'ont jamais eu les métriques qu'il a, quoi que veuillent dire les métriques, mais eux en tout cas y croient aux métriques, et qui bien évidemment disent regardez sur 3000 publications qu'il a faites, il y en a une où on a un groupe témoin qui a été copié, donc c'est forcément un escroc, et évidemment ils ne vont pas ajuster cela du fait que faire 3000 publications augmente nécessairement la possibilité qu'il y ait une erreur sur l'une d'elles. Par contre, comme vous le savez, les mêmes zététiciens, quand il y a eu la fraude, et ce sont les premiers, vous les reconnaîtrez, ces zététiciens au pastis, au fait qu'ils vous diront non, c'est pas une fraude, c'était la science au travail, c'est une fraude, il n'y a pas d'autre nom à dire, il faut la répéter à leurs oreilles parce qu'ils n'aiment pas la vérité, mais c'est Foxtrot, Romeo, Alpha, Uniform, Delta, Echo, c'est une fraude. Eh bien, dans le Lancet, on avait un dataset qui était entièrement falsifié, et eux vont vous dire non, c'était de la science. Par contre, on a un groupe témoin pas très sûr sur une des 3000 publications de Raoult, et ça, évidemment, ça justifie de le dézinguer complètement. Revenons donc à la virologie. En virologie, vous avez des virus qui mutent beaucoup et vous avez des virus qui ne mutent pas beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que tous les gens qui vous survendent certaines solutions, eh bien, oublient de vous dire. De la même façon que le mot complication post-vaccinale a complètement disparu des médias aujourd'hui. Vous essayez de regarder dans n'importe quel média, écrit, radio, etc., ce simple mot complication post-vaccinale, vous verrez qu'il a disparu. Alors que c'est un terme scientifique standard, un vaccin est un médicament peut avoir des effets secondaires, il doit entraîner un suivi, il doit bien entendu entraîner des essais médicaux, pareil en double aveugle si possible, pour rappeler à tous ces zététiciens escrocs qu'il faut faire ça, oui, des doubles aveugles, ils en étaient les chantres pour l'hydroxychloroquine, ils en étaient les chantres pour l'ivermectine, qui a aujourd'hui plus de 9 doubles aveugles positifs à son actif, et là, d'un coup, évidemment, pour d'autres solutions, ils oublient l'importance des doubles aveugles. Soudainement, vous voyez, cette stratégie du 2 poids 2 mesures est la marque absolue d'un escroc. En virologie, donc, vous avez des virus qui vont produire très peu de variants. Exemple, le virus de la rage. Et en fait, tout le discours sur « mon Dieu, vous êtes contre Pasteur », de toute évidence, vous êtes contre Pasteur, si vous refusez qu'un traitement expérimental soit administré, je ne dis pas bien sûr duquel il s'agit, mais vous êtes contre Pasteur parce que lui, par contre, il a sauvé évidemment des millions de Français avec son virus contre la rage, oui, mais le virus contre la rage mute très peu. Il nous a produit moins d'une douzaine de variants en 150 ans. Alors qu'un autre virus plus contemporain et plus dans la une des médias a tendance à nous produire une quinzaine, une vingtaine de variants en 18 mois. Et donc entre un virus qui produit 12 variants en 150 ans et un virus qui produit une vingtaine de variants en 18 mois, à votre avis, lequel va être plus sensible à une campagne de vaccination massive? Ne répondez pas tout de suite. Et c'est ça en fait ce qu'on a complètement éliminé du débat pour essayer de vendre l'escroquerie intellectuelle que tous les virus sont comme la rage et que tous les virus vont donc avoir la même réponse
à une stratégie de vaccination de masse absolument identiquement, ce qui est faux. Et en réalité, les vaccins sont en général au virus ce que les antibiotiques sont aux bactéries. Et les antibiotiques, évidemment, on sait que certaines bactéries peuvent développer des résistances. Et qu'avoir une stratégie large spectre d'antibiotiques à tout va peut être très dangereux en matière épidémiologique, précisément parce que ça va créer des bactéries résistantes. Bien, on sait aussi en virologie que dans certains cas, avoir une stratégie tout vaccinale peut créer également des variants résistants. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne voit plus dans le débat public aujourd'hui. Et c'est parce qu'on ne le voit plus dans le débat public, fondamentalement, que bien on peut se permettre d'avoir des boomers qui vous disent mais c'est évident qu'il faut vacciner dans tous les sens. Un exemple de boomer qui essaie de convaincre ses semblables boomers, c'était Sarkozy, fondamentalement, vous êtes allé le voir sur TF1, qui s'exprimait, voilà, il faut vacciner jour et nuit, jusque dans les chiottes s'il le faut. On voyait bien que c'était ça qui ressortait de ce discours, parce que vous arrivez à vendre ce genre d'approche si et seulement si vous êtes parvenu à convaincre les gens implicitement, pas scientifiquement, puisqu'il n'y a pas la moindre base scientifique à cette comparaison, mais si vous êtes parvenu à vendre aux gens que la rage et le virus STAR actuellement sont les mêmes virus et qu'ils ont la même réaction au vaccin, bah oui, c'est évident que pour éradiquer la rage, il faut vacciner, c'est évident que pour éradiquer la variole, il faut vacciner, c'est évident que pour éradiquer la polio, il faut vacciner, et donc c'est évident que pour éradiquer la grippe ou le sida, il faut vacciner. Merde, ça ne marche pas pour la grippe et le sida. Bon. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce sont des virus qui produisent beaucoup de variants. Voilà le genre de connaissances qu'il faudrait diffuser davantage et qui pourrait vous permettre d'avoir un armement intellectuel plus généralisé. Mais donc, si on veut aller plus loin, c'est vraiment votre attitude que j'aimerais cultiver, votre attitude d'insolence. J'avais vu par exemple que quand Emmanuel Macron était allé visiter certains hôpitaux, des infirmières lui avaient tourné le dos, tout simplement. Elles lui avaient tourné le dos, elle s'était retournée, et voilà, elle ne l'écoutait pas. Dernièrement, on a Emmanuel Macron qui est allé dire aux Olympiens « Disons-nous les choses en vérité, les résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur de nos espérances. » Ah oui, et moi ce que j'aurais aimé par contre, ça aurait été que ta fameuse French Tech, elle coûte pas des centaines de millions d'euros aux contribuables et qu'on ait un Google à la française à la fin de l'année, tu vois. Bon, c'était censé être Quant, manque de Paul, Quant, croule sous les affaires foireuses, sous les licenciements et sous les articles de presse qui disent que fondamentalement, ça ressemble de plus en plus à une escroquerie cette affaire avec beaucoup d'argent public dont tu es responsable Emmanuel Macron qui aurait été évaporé dans la nature, y compris des bureaux, d'après certains articles de presse de CNET et de Mediapart, des bureaux à Paris à 150 000 balles par mois. Quand on est une start-up financée avec l'argent du contribuable, c'est quelque chose d'un petit peu foireux. Bah, tu vois, Emmanuel, j'aurais aimé que toi, tu te penches là-dessus. J'aurais aimé que tu évites que la TCOR soit rachetée par les États-Unis. J'aurais aimé que tu évites, mon cher Olympien, que Alstom soit racheté par General Electric, une entreprise qui est aujourd'hui dans les plus grandes difficultés financières. Et j'aurais, bien sûr, cerise sur le gâteau, aimé, très sincèrement, que tu brilles un peu davantage avec le Naval Group et cette fameuse vente de sous-marins à l'Australie pour 56 milliards, qui a complètement et littéralement chié dans la colle. Et quand tu foires à ce point-là, tu n'as aucune leçon à donner à des Olympiens qui, eux, n'endorment pas de l'argent public, ne sont pas surpayés comme toi et font de leur mieux, contrairement à toi. Eh bien là aussi, l'insolence, alors l'insolence frontale, c'est dans ce cas-là, sur ce discours à l'Élysée, de se lever et de tourner le dos. Là, il faut arrêter les conneries, dire écoute, bon, tu étais en train de nous dire comment faire notre métier, je ne savais pas que tu étais ministre des Sports, et même un ministre des Sports n'a pas à nous dire, nous Olympiens, comment nous entraîner et comment pratiquer notre sacerdoce, alors vous vous levez et vous tournez le dos. C'est quelque chose que les infirmières ont fait, c'est quelque chose que les Olympiens auraient dû faire, et je suis persuadé qu'il y en avait beaucoup qui étaient prêts à le faire. Ça, c'est l'insolence frontale. Il faut être capable de la pratiquer tout autant. Mais l'insolence oblique, eh bien évidemment, c'est d'arrêter de prêter sa confiance à ces gens. C'est d'arrêter de donner de l'audience à tous les médias du groupe Altice. Le groupe Altice, c'est grâce à lui que Macron a été élu, ne l'oublions pas. Donc Altice, pareil, pour être insolent de façon oblique, il faut arrêter de donner le nom des éléments du groupe Altice. Il faut juste dire Altice Média. Par exemple, arrêtez de dire Libération, dites Altice Presse Papier. Arrêtez de dire BFM TV, dites Altice Télé. Arrêtez de dire Radio RMC, dites Altice Radio. Et arrêtez de dire l'Express, dites Altice Hebdomadaire. Les choses deviendront beaucoup plus claires. Le groupe Altice, qui est en conflit d'intérêts majeur envers la Macronie, en particulier vis-à-vis de certaines faveurs qu'Emmanuel Macron a concédées
au groupe en général et à son directeur général en particulier. Eh bien, ce groupe étant en conflit d'intérêts majeur avec la Macronie, vous ne pouvez pas prendre la moindre de ces informations au sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des journalistes sérieux dans tous ces médias. Bien sûr qu'il y en a, mais à la fin de la journée, ils ont un loyer à payer, ils ont une famille à nourrir et éventuellement un crédit à rembourser. Et dès lors que leur rédaction leur dira « Écoute, ça vient d'en haut, il faut qu'on arrête les conneries, il ne faut certainement pas qu'on écrive autre chose que la légendaire une de Altis Presse Papier, à savoir « Faites ce que vous voulez, mais votez Macron », je ne vois pas comment on peut avoir un plus gros conflit d'intérêts que ça, eh bien faites ce que vous voulez, mais votez Macron, je ne crois pas qu'on peut appeler ça de la presse sérieuse. Et ça, c'était la une de Altis Presse écrite. Eh bien ça, c'est pratiquer l'insolence oblique. Soyez insolent. Et cette insolence oblique, vous parviendrez à la pratiquer quand elle deviendra une seconde nature. Vous devez vous entraîner entre vous à la pratiquer. Donc j'aimerais être plus direct sur certains sujets, et j'ai été aussi direct que je pouvais l'être, mais il faut être de plus en plus subtil. Si vous voulez pouvoir résister sur le long terme, défendre les libertés publiques, défendre la démocratie, puisque c'est ça qui est en jeu, défendre bien entendu la souveraineté de la France en l'occurrence, mais la souveraineté populaire qui est la définition stricte de la démocratie, eh bien vous allez devoir vous entraîner à l'insolence oblique. Et cette insolence, je vous ai dit, elle est parfaitement illustrée par ce père de famille qui, quand on lui envoie une extorsion de consentement, répond en disant « Mais vous savez, mon pauvre, je suis dépassé par la situation. J'ai mon adolescent qui se renseigne sur certains sites interlopes et malheureusement, je n'arrive pas, moi, à contredire ses arguments. » Quand il me dit que certaines entreprises ont été condamnées à 6 milliards d'amendes, tout de même 6 milliards d'amendes pour publicité mensongère, pour fraude, pour corruption, et parfois pour des essais cliniques mortels. Quand il me dit, mon fils, toujours aussi créatif qu'il est, que le professeur Alain Fischer est embrouillé dans une sale affaire d'enfants qui ont développé des leucémies à la suite de certains de ses travaux qu'il a dirigés sur la thérapie génique, mais je ne sais quoi lui répondre à ce pauvre fils déstabilisé et mal informé. Malheureusement, moi, je n'arrive pas à le contredire, puisque quand je vais vérifier certains de ces faits qu'il cite pour preuve de son insolence et de sa désobéissance, je n'arrive pas à démontrer que ces faits sont faux. Ça, c'est l'attitude que vous allez devoir développer à grande échelle. Parce que oui, j'aimerais comprendre pourquoi certaines entreprises, moi, ont été condamnées à 6 milliards d'amendes, c'est pas rien, et pourquoi on leur confie aujourd'hui des responsabilités démesurées. J'aimerais comprendre pourquoi ces mêmes entreprises se sont désengagées juridiquement de toutes leurs responsabilités sanitaires en cas d'effets secondaires ou de complications post-BIP. J'aimerais comprendre aussi. Et j'aimerais poser cette question à un maximum de gens. Et j'aimerais qu'un maximum de gens y répondent. Et juste laisser cette question en suspens. Pourquoi ? J'aimerais comprendre pourquoi l'ivermectine est présentée uniquement par des médias prétendument sérieux. Bon, CNN, ça appartient à Disney, calmons-nous. CNN, comme l'a très bien dit Pierre-Yves Rougeron, c'est pas Sam le Pirate ou Bugs Bunny qui va me dire concrètement qui a raison, qui a tort. Pardon, ça appartient à Warner. Donc Warner, voilà, c'est pas à Porky Pig et à Daffy Duck de me faire le fact-checking. Mais bon, CNN a dit que l'ivermectine est un vermifuge pour les cheveux, mais j'aimerais comprendre pourquoi CNN ne dit pas que c'est une molécule qui a valu un prix Nobel et qui est bien entendu prescrite à l'homme depuis des années, mais des générations d'essais-erreurs, en tout cas scientifiquement parlant. J'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi ce traitement particulier qui, après tout, bien entendu que le paracétamol peut être donné aux singes et aux chevaux, mais j'ai jamais vu CNN me dire que le paracétamol était un antidouleur pour les chevaux. Jamais. J'ai pas vu la moindre une médiatique dire ça. Alors, comment ça se fait ? Ça, c'est l'ironie socratique. Vous devez vous armer intellectuellement d'ironie socratique et d'insolence, soit frontale, tourner le dos, soit oblique. Et l'insolence, elle commence par arrêter de donner votre attention à certains médias. Vous devez les boycotter. La résistance totale, c'est ça. Martin Luther King, Gandhi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Des mouvements de désobéissance civile. Martin Luther King, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit on va boycotter les transports en commun. Tant qu'ils nous diront vous vous asseyez au dernier rang, on vous boycotte. Et on est prêt. Et on va le faire longtemps. Et on va s'entraider, bien entendu. On n'est pas atomisé. Parce qu'évidemment, des gens qui veulent séquestrer vos libertés publiques, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vous atomiser. Ils vont vous dire que vous êtes seul. Exactement comme les FARC, quand ils kidnappent des gens,
Comme les FARC ne peuvent pas avoir une prison physique puisqu'ils sont dans la jungle et doivent se déplacer en permanence, quand les FARC prennent des otages, ils leur mettent une cagoule sur la tête, ils les mettent à genoux et ils leur font répéter « solo, 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 je suis seul, je suis seul, je suis seul » toute la journée. Si vous ne répétez pas, vous en prenez un coup dans les reins. Donc vous allez littéralement répéter 10 000, 20 000 fois « solo » dans la journée. Et ça va mettre la prison dans votre tête. Et c'est très exactement ce que ces gens veulent faire, que vous soyez convaincu que vous êtes seul. Eh bien ça aussi, vous devez le désinstaller, cette impuissance apprise à laquelle j'ai consacré mes travaux et libéré votre cerveau, vous devez la désinstaller. C'est quelque chose dont vous devez complètement vous libérer. Ça vous permettra d'avoir cette résistance totale. Regardez les apéros citoyens qui ont eu lieu, où les gens ont dit on est dans l'espace public, et Divisio a été très courageux de le faire. Il a dit regardez, ça c'est légal, vous avez tout à fait le droit d'ouvrir une bouteille, de faire un pique-nique, d'ouvrir une boîte bento et de partager de la nourriture dans l'espace public, de faire des apéros citoyens. Faites-le plus souvent. Et le boycott, encore une fois, c'est ce que Martin Luther King a fait. Alors Martin Luther King, c'est marquant parce que évidemment qu'il a subi des tentatives de character assassination à répétition dans sa vie. Martin Luther King, le FBI, on le sait aujourd'hui, avait des enregistrements de lui avec son amante et a dit « Écoute Martin, soit tu te suicides maintenant, soit nous, on publie les enregistrements de toi en train de forniquer de la part d'un pasteur protestant, ça va pas être super classe. » Martin Luther King était aussi attaqué par Nation of Islam, qui était une secte complètement dingue et dont Malcolm X s'est sorti par la propre puissance de son intellect avec notamment donc, Martin Luther King. Martin Luther King, on a aussi essayé de l'assassiner médiatiquement en disant qu'il avait plagié sa thèse. Et encore aujourd'hui, vous voyez cette accusation de plagiat de Martin Luther King réémerger avec une grande régularité dans les médias. Et encore aujourd'hui, vous verrez, dans Wikipédia évidemment, car bon sang ne saurait mentir, n'oubliez jamais que quand c'est gratuit, le produit c'est vous. Wikipédia est gratuit, donc le produit c'est votre cerveau. Ça c'est quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Regardez ma page, regardez la page de François, regardez la page du docteur Fouché, et vous comprendrez parfaitement que parce que c'est gratuit, le produit c'est vous, c'est votre cervelle, c'est votre conscience. Eh bien, donc, Martin Luther King, oui, il a plagié sa thèse, c'est quelque chose qui revient. Moi, je suis persuadé que quand on voudra encore un peu plus essayer d'assassiner mon caractère, vous verrez des gens qui diront que j'ai plagié quelque chose. Ça viendra nécessairement. Pourquoi pas ma thèse, par exemple? Je suis convaincu que, par exemple, maintenant que l'école polytechnique l'a bien profond, parce qu'elle ne peut pas démentir que je suis docteur de l'école polytechnique, et elle ne peut pas donc se défendre du fait qu'elle a menti au public par ce tweet mensonger de 2017 où elle affirmait que je n'étais pas docteur de Polytechnique, eh bien je suis convaincu que la prochaine étape pour eux, ça va être d'essayer une Martin Luther King Jr. et d'essayer de dire que j'ai plagié quelque chose. Ils sont tout à fait capables de ce genre de choses, vous ne devez pas vous étonner si ça sort, c'est exactement la stratégie de ces gens-là, exactement comme John Edgar Hoover, dont on sait en plus aujourd'hui les mœurs sexuelles absolument dépravées, avait essayé d'attaquer Martin Luther King, eh bien vous verrez ces gens-là pratiquer l'inversion accusatoire permanente, ces boussoles qui indiquent le sud, vous verrez bien que quand Edgar Hoover, qui était vraiment le dernier des sales types, disait que Martin Luther King était un salaud, c'était bien évidemment une bénédiction tombée du ciel pour Martin Luther King, c'était un adoubement. Être traité de salaud par Edgar Hoover, c'est la preuve que vous aurez le prix Nobel de la paix, et en l'occurrence Martin Luther King l'a eu. Eh bien, être traité de salaud ou de menace ou que sais-je, ou de plagiaire par exemple par l'école polytechnique, c'est bien évidemment quelque chose qui vaudra un adoubement absolu du fait que vous êtes devenu une figure importante. Et le fait que ma vidéo sur Spoutnik ait été censurée, et le fait que la chaîne de Fabrice Divisio ait été détruite sans préavis, précisément parce que le débat qu'on y avait animé était en train de faire autour d'1 million de vues et commençait à cartonner sur Insta, sur TikTok et sur d'autres réseaux, eh bien ça, c'est une vraie marque d'opposition. Et par rapport aux gens, par exemple, qui vous évoquent l'opposition contrôlée, vous verrez bien qu'être vraiment censuré de cette manière, ça, c'est ce qui fait la différence entre les adultes et les petits garçons. Et les petits garçons, bien entendu, se reconnaîtront. Pour cette vidéo de rentrée, je voulais vous transmettre cet arsenal intellectuel. Vous devez encourager les gens à boycotter par leur attention les médias. Vous devez encourager les gens à boycotter par leur respect. Cessez de respecter une personne parce qu'elle est ministre ou porte-parole du gouvernement. Cessez activement de la respecter. De la même façon que ces infirmières se sont libérées en tournant le dos à Emmanuel Macron, vous devez vous rappeler que tout ceci fonctionne parce qu'il y a un respect tacite de la part de l'exécutif qui est instillé bien entendu à l'école, mais qui est tellement conditionné chez les gens et en particulier chez les adultes
qu'ils répondent spontanément sans même réfléchir. Parce que c'est ça la définition d'un comportement conditionné. C'est quelque chose qui est automatique. Les gens ne se rendent même plus compte qu'ils le pratiquent. Il y a cet autre effet pervers, qu'une énorme quantité d'électeurs adorent de façon sale et encore une fois perverse être infantilisés. Vous le voyez dans le discours politique, vous le voyez dans le body language de Nicolas Sarkozy, vous le voyez dans le body language de Bruno Le Maire. Et je l'ai vu une fois, j'ai fait une table ronde avec lui, et je l'ai vu et j'avais honte pour lui vraiment, de voir à quel point il ne pouvait exister qu'en infantilisant son électorat et qu'en infantilisant les citoyens. Et que si vous enleviez à quelqu'un comme Bruno Le Maire la possibilité d'infantiliser les gens à qui il parle, il n'y avait plus rien chez lui, plus aucun charisme, plus aucune profondeur, plus aucun sérieux, plus aucun dynamisme politique, plus aucune créativité, plus aucune valeur évidemment, et encore moins de vertu. Si vous lui enleviez la liberté, la possibilité d'infantiliser les citoyens, eh bien, c'était un fantôme, c'était une coquille vide. Observez combien de politiciens disparaissent dès lors qu'ils ne peuvent plus infantiliser les électeurs. Et observez malheureusement ce jeu sordide et pervers par lequel autant de personnes, autant d'électeurs aiment secrètement se faire infantiliser. Et à quel point ils voteront pour le politicien ou la politicienne qui les infantilisera le plus, qui leur dira la première des libertés, c'est la sécurité. Oui, c'est ce qu'on dit à un bébé dans son parc, mais à un adulte, on ne lui dit pas ça. Eh bien, observez à quel point il y a des gens qui aiment se faire infantiliser, se faire rabaisser, et vous vous libérerez de cette façon, comme vous vous libérez en cultivant le boycott médiatique, le boycott de l'attention, le boycott du respect, l'insolence frontale ou oblique, et en pratiquant l'ironie socratique. Voilà pour ma chaîne, pour la vidéo de rentrée, et vous aurez compris que la lutte ne fait que commencer.